Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue. Vous êtes sur Canal 3 Bénin en direct sur Actu Matin. Beaucoup d'informations à partager avec vous. Dans un instant, vous aurez les gros titres de la presse avec Wahab Alikbara en fin d'édition. Votre revue de presse avec Assirou Kanye Assirou. Et dans l'actualité ce matin, le relevé du Conseil des ministres. Et la bonne nouvelle, c'est que les 305 enseignants radiés sont rappelés et ils devront reprendre le travail. Le gouvernement en Conseil des ministres hier mercredi a décidé de la levée des sanctions infligées à ces enseignants contractuels autrefois radiés de l'enseignement public. Cette sanction a fait suite à leur refus, on se le rappelle, c'était en 2018, de participer à l'évaluation des connaissances organisées au profit du système éducatif du primaire et du secondaire. Ce matin, on en parle avec un acteur syndical invité pour décrypter cette actualité avec nous. Au sortir des dernières élections législatives, les partis politiques qui ont participé font le bilan à leur niveau et clarifient leur position sur l'échiquier politique national au bloc républicain. On dit avoir compris le message sorti des urnes en quelques points. Abdoulaye Biochane, secrétaire général national du parti, s'est exprimé. Rappelle que le BR est un parti de la mouvance présidentielle et va continuer de jouer le rôle qui est le sien. Ses propos sont décryptés et publiés dans la presse nationale ce matin. Vous aurez les précisions dans un instant. Et puis, dans la suite, nous parlerons environnement. La dégradation de la couche d'ozone qui fait l'actualité depuis la semaine dernière. Eh bien, les scientifiques parlent de la reconstitution probable de la couche d'ozone. Ce sera l'objet de notre rubrique environnement ce matin avec Assirou Kanye Assirou et son invité Didier Hubert Madafinet, journaliste spécialiste des questions environnementales. Il sera avec nous dans la deuxième partie de ce plateau. Merci de votre fidélité. Bienvenue sur Actu Matin. La transition, le temps d'installer Wahab Alikbara pour la une des journaux. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Orpeolois. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours.
Allez, dans un peu moins de 10 minutes, vous suivrez votre mini-journal avec William Cliquant et dans les titres, nul doute à se faire. Le parti Bloc républicain reste engagé aux côtés du chef de l'État. Les 28 députés de la formation politique vont continuer à accompagner Patrice Talon dans ses actions de développement au cours de cette 9e législature. Toute autre spéculation n'est que feu de paille. Ce sont des clarifications du secrétaire général national du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, en conférence de presse hier au siège du parti à Cotonou. Il a fait le point de la participation du Bloc républicain aux législatives du 8 janvier dernier et vous l'entendrez. On voyagera aussi dans notre mini-journal de ce jeudi à plus de 700 km de Cotonou sur l'axe Candy-Malanville. L'état de dégradation avancé de cette voie est à l'origine de plusieurs cas d'accidents engendrant des morts. La route est en reconstruction, mais le calvaire des populations ne finit toujours pas, vous le verrez. Merci d'être avec nous. Eh bien, la une des journaux, dans une poignée de secondes. Wakhabali Kwara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Que dit la presse ce matin? Allez, il faut dire qu'il y a eu la traditionnelle rencontre des membres du gouvernement. Hier mercredi, donc, les ministres du gouvernement se sont rencontrés avec le chef de l'État, rencontre qui a accouché de grandes décisions relayées ce matin par quelques parutions, à commencer par le quotidien Maison Fraternité. Il faut dire que dans le contenu, on note des mesures normatives. À côté des communications également, il y a eu l'approbation du plan stratégique et du plan d'action 2023-2027 du Conseil national de l'éducation. Il y a eu la contractualisation pour le suivi et l'exécution des travaux de construction du système de traitement des eaux usées domestiques à Granvier, l'approbation de la stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées de 2023-2027 et puis cette bonne nouvelle pour la classe enseignante, levée des sanctions infligées aux 305 enseignants ayant opposé un refus de prendre part à l'évaluation des connaissances et de reversement dans le corps des fonctionnaires des agents contractuels du droit public remplissant les conditions exigées lors de cette évaluation. C'est donc l'essentiel des décisions prises hier en Conseil des ministres. À la une donc du quotidien Fraternité, on note fausse alerte terroriste à Tangueta, Kobli et Materi, c'est dans le département de la Takora, le Nord Bénin, déjouer les pronostics de la terreur par la communication. Et puis évaluation de connaissances dans le système éducatif au Bénin, les 305 enseignants radiés appelés à reprendre le travail. Les impressions de Mathurine Sossoukme, porte-parole des enseignants radiés, à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité. Et puis Conseil national de l'éducation, les plans stratégiques et d'action 2023-2027 approuvé. 19e circonscription électorale, 2 héritages à défendre pour le député Cédozan Jean-Claude Apiti. À la une du quotidien Le Télégramme, procédure de dissolution de la société béninoise des manutentions portuaires Sobemap, Armand Pierrot Fadoran nommé liquidateur de la Sobemap. Et puis paiement en attente des agents électoraux, la Commission électorale nationale autonome rassure. Matin libre, 9e législature, malgré l'ouverture, le mal persiste. Les cicatrices de 2019 et 2021 comme probable cause. Et puis la thérapie de choc de la CEPA. Et puis, élu député dans la 9e circonscription électorale, Élise Aïhé, une démocrate engagée. Quotidien Le Matinal, éventuelle alliance Bloc républicain parti les démocrates pour contrôler le perchoir de la 9e législature. Abdoulaye Biotchane met fin aux rumeurs. Le Bloc républicain est un parti de la mouvance présidentielle, clarifie le secrétaire général national du parti Bloc républicain. Abdoulaye Biotchane, que nous entendrons tout à l'heure dans le bulletin matinal de William Cliquant et bien entendu dans le reste de nos éditions. Sanctionné pour boycott de l'évaluation des connaissances en 2019, les 305
enseignants réhabilités. Le chasseur info, cette fois-ci, évaluation diagnostique dans l'enseignement public. 305 enseignants radiés, réintégrés après 3 ans. Le président Patrice Talon satisfait une doléance des organisations syndicales, précise le chasseur info. Et puis, Conseil des ministres d'hier mercredi, le gouvernement approuve le plan stratégique et d'action 2023-2027 du Conseil national de l'éducation. On va finir ici en Dandédia avec la couronne info. Après l'installation de la 9e législature, un probable remaniement ministériel avant 2026. Et puis, supposée alliance bloc républicain, parti les démocrates, Abdoulaye Biotchane lève un coin de voile. C'était en conférence de presse hier au siège du parti BR. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur l'utilité de la communication pour faire face donc à la terreur que sèment les terroristes dans le nord Bénin. Fausse alerte terroriste à Tangueta, Kobli et Materi, déjouer les pronostics de la terreur par la communication. Voilà, le journal Fraternité qui ce matin s'appuie sur cette fausse information qui a circulé dans la journée d'hier dans les communes de Materi et de Kobli où les populations des localités de Tangueta, Kobli, Boukoumbe et Materi ont connu des sueurs froides. Il faut rappeler sous la plume de Moïse Dossoumu que ces populations étaient déjà hantées par la peur des attaques djihadistes et qui perturbent depuis peu leur quiétude dans la zone. Elles vivent sur le qui-vive désormais dans la crainte que la terreur ne les frappe directement et de plein fouet. Et lorsque la peur de se voir arracher la vie ou de voir ses proches touchés par une attaque fait partie du quotidien de ces populations, c'est très vite à la panique pour un oui et pour un non. Et le journal poursuit en disant que c'est ce qui s'est passé hier en fin de matinée. Il a suffi qu'un homme muni d'une arme blanche s'aventure aux alentours d'une école primaire de Biunka pour que l'alerte soit donnée. Ce fait consécutif à un ultimatum donné par des prétendus djihadistes aux populations a créé une débandade générale. Inquiets, les parents d'élèves se sont alors rués sur les lieux pour enlever leurs enfants des écoles. Et puis, les activités économiques ont également été suspendues. Et cela a connu un coup d'arrêt du coup. Et le marché de Kobli qui s'animait s'est également vidé des marchands et des clients. Mais en réalité, il ne s'agissait d'une fausse alerte. Wakabalipara. Oui, Christian Dandéja, vous savez, il y a de plus en plus ces vendeurs de la terreur, ceux-là qui sèment les vendeurs de peur, ceux-là qui sèment la panique dans le rang des populations. Et donc, dans ces régions citées, dans le département de l'Atakora, Tangueta, Kobli et Materi, entre-temps, on avait appris, n'est-ce pas, qu'il y a des djihadistes ou des terroristes qui ont donné d'ultimatum de 28 ou 48 heures aux populations pour vider carrément les localités. Donc, la peur s'est installée, il y a eu d'accalmie parce que, vous savez, quand ça se passe, on se demande, c'est un peu le sauve qui peut. Et donc, chacun est appelé de manière, est appelé à se défendre en quelque sorte. Or, ma foi, il faut mieux communiquer pour que les gens puissent comprendre plutôt la gravité du mal. Vous allez voir, puisque on en arrive à attaquer, je dirais, les commissariats. Il s'agit là des postes où les gens sont armés, un poste de commissariat lourdement armé, mais que les terroristes ciblent directement. Vous voyez, donc quand on va de façon frontale attaquer ceux qui d'ordinaire sont armés et qui sont suffisamment équipés, on se demande quel sera le sort des populations civiles. Donc ça a mené certaines personnes à penser qu'en s'armant d'armes blanches et autres, ils peuvent légitimement
se défendre eux-mêmes. Il faut mettre dans la tête des populations, n'est-ce pas, que nos forces armées de sécurité, de défense, n'est-ce pas, travaillent à assurer notre sécurité et que nous-mêmes, au niveau de la population, nous devrons communiquer. Chacun fait sa sécurité et en faisant sa sécurité, ça sous-entend qu'il faut communiquer avec ceux qui sont habilités à produire cette sécurité-là, à installer l'ordre établi. Et je pense que le message du chef d'État général, chef d'État-major général Fructueux Gbagidi est rassurant. On l'a entendu lors des échanges de vœux avec le président de la République. Le message adressé à l'endroit des populations béninoises est, ma foi, rassurant. Il faut y compter. Vous voyez la panique, ce que ça a semé, que les activités soient coupées, un marché qui s'anime comme un grand marché de la région. La débandade. Donc, c'est-à-dire, on se demande d'abord où est-ce qu'on va. Quand on prend les enfants pour vider la localité, on va où concrètement? Est-ce que là où on va, il y a la paix, il y a la tranquillité qu'il faut? Vous voyez donc il y a cette panique qui s'est installée. Et c'est bien entendu ça, la terreur. Voilà. Et il faut rappeler et saluer la prompte réaction des forces de défense et de sécurité qui ont été déployées au plus vite, et le calme est totalement revenu. Et le journal Fraternité propose ce matin qu'il faudra forcément communiquer et multiplier les communications, ou la communication si vous le voulez. William Cliquant, bonjour, bienvenue. Bonjour Christian, bonjour à tous. Situation identique dans la Liborie en fin 2022, où on a fait croire que les écoliers n'allaient plus à l'école. Mais quand les micros et caméras sont allés sur le terrain, on découvre que les apprenants et leurs enseignants vaquaient à leurs occupations. Pourquoi la moindre alerte doit être amplifiée, dramatisée, notamment grâce aux médias sociaux? Je ne sais pas qui a intérêt, et qui est ce Béninois-là qui a intérêt à ce que la psychose se généralise, non seulement dans le Septentrion, mais dans le Bénin en général. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons des parents, nous sommes une nation, nous avons un vivre ensemble commun. Et quand on s'intéresse juste à quelques indices, et que c'est sur la toile qu'on amplifie la question du terrorisme, la communication telle que Fraternité le dit, le journal le dit ce matin, est d'autant plus importante que on a des profils de journalistes qui relaient de ces genres d'informations sur les médias sociaux, et cela crédibilise d'une manière ou d'une autre ces alertes-là qui au fond ne sont que des feux de paille. Moi je pense aujourd'hui qu'on doit avoir de la retenue, on doit avoir beaucoup de circonspection par rapport aux informations relatives au terrorisme, et surtout, comme Wahab l'a dit, le chef de l'État a promis des moyens aux forces de défense et de sécurité. Attendons de voir. Tant que notre État n'est pas muet, le contrat social est toujours en vogue. Il faut que nous tous, forts ou faibles, nous donnions une partie de notre autorité à l'État qui, en retour, assure notre sécurité, parce qu'individuellement, nous ne sommes pas assez forts pour assurer notre sécurité. Mais ça doit commencer par nous-mêmes, assurer notre propre sécurité. L'État fera ce qui est de son devoir. Merci beaucoup William Cliquant, vous restez avec nous, avec vous. Ce sera le bulletin matin de l'information. Vous nous reviendrez dans quelques minutes au forum de discussion ce matin. On parlera élection législative avec le bloc républicain qui décrypte son actualité, reprécise son appartenance à la majorité présidentielle. On dira également un mot sur ces enseignants contractuels radiés en 2018 qui sont réintégrés dans le système, avec Noël Chalaré qui nous rejoindra en plateau ce matin. Et puis il y a une situation qui prévaut dans certains établissements où c'est le chemin de croix qui est infligé à certains parents ou aux apprenants juste pour payer une somme de 480 francs, et cela qui touche précisément les filles qui sont exonérées des frais de scolarité. En tout cas, on vous présentera la situation tout à l'heure au forum de discussion. Merci d'être avec nous, le bulletin matinal. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
L'actualité du bloc républicain en ouverture de votre mini-journal ce jeudi sur Actu Matin. 28 députés vont défendre les valeurs du bloc républicain à l'Assemblée nationale 9e législature. Les responsables du bureau exécutif national du parti étaient face à la presse mercredi. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national et d'autres leaders de la formation politique ont fait le point de la participation de leur parti aux législatives et tirent les grandes leçons du vote du dimanche 8 janvier 2023. Occasion pour le bureau de réaffirmer le soutien du BR aux réformes du chef de l'État Patrice Talon. On fait le point avec Idrissou Boukari et Eder Roupevi. Près d'une semaine après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, le bloc républicain se prononce sur le scrutin. En conférence de presse dans l'après-midi de ce mercredi, le bureau exécutif national dresse le bilan de la participation du parti aux législatives du dimanche 8 janvier et tire quelques leçons de ce scrutin. Le taux de participation, la pertinence de la réforme du système partisan et la place de la femme dans ces élections, tout a été passé au peigne fin. Je crois que c'est important de le dire pour rappeler que certains avaient quand même remis en cause cette réforme-là, sous prétexte que certains des axes de cette réforme ne correspondaient pas à la volonté souveraine du peuple béninois. Il s'avère que c'est justement ce peuple qui a confirmé cette tendance en donnant à 3 partis parmi les 7 une majorité et une large majorité. Par ces résultats, le peuple souverain redonne une large majorité au président de la République, au président Patrice Talon, pour poursuivre ses réformes. Il est clair que ces résultats confortent l'ancrage national du bloc républicain, puisque sur les 24 circonscriptions, le bloc républicain obtient des élus dans 21 circonscriptions, et même dans les 3 autres circonscriptions, il obtient des votes variant entre 16% et 25%, et donc une part substantielle des votes. Cette conférence de presse vise également à apporter des clarifications sur un certain nombre de sujets qui collent au parti depuis la proclamation des résultats. Les rumeurs évoquent en effet une possible alliance entre le bloc républicain et le parti d'opposition, les démocrates, à l'Assemblée nationale. Sur cette question, Abdoulaye Biotchane se veut clair. Son parti reste et demeure dans la mouvance présidentielle. Nous sommes au gouvernement, nous soutenons l'action du gouvernement, nous soutenons l'action du président Talon et nous envisageons de le poursuivre. Nous avons fait campagne sous une plateforme qui était très claire. Et cette plateforme, c'était de dire que nous envisagions d'approfondir les réformes qui avaient commencé. Et je rappelle que le programme de législature comprenait 4 axes. Et quand vous décryptez ces 4 axes, vous comprenez très bien qu'il s'agit pour nous de soutenir ce qui a été fait, de l'approfondir et de faire en sorte que les Béninois dans leur ensemble soient encore plus satisfaits de l'action du gouvernement que par le passé. Ces clarifications viennent donc mettre les choses au clair quant aux intentions du bloc républicain. En termes de perspective, Abdoulaye Biotchane et ses camarades veulent décrypter les résultats de ces élections dans les moindres détails à la faveur de plusieurs ateliers. Il s'agira également de créer des conditions favorables à l'amélioration du bien-être des populations. Et voilà, nous étions avec Idrissou Boukari au bloc républicain. Allons à présent dans les écoles pour voir les conditions dans lesquelles sont servis les repas aux apprenants pendant la récréation. Christian, votre question est légitime puisque dans quelle ambiance passe-t-il leur moment de restauration et surtout de distraction à la pause? Ce sont des questions que les parents d'élèves se posent aussi. Une de nos équipes de reportage s'est intéressée à la question en passant une demi-journée à l'école primaire publique Charles Guillot de Cotonou aux côtés des écoliers. Ici, le directeur a mis en place un système tout particulier pour permettre aux petits et grands à la récréation de pouvoir se restaurer. Voici le reportage de Idrissou Boukari.
premier jour de la semaine à l'école primaire publique Charles Guillot de Cotonou. Sur la cour de l'école, silence radio. Bonjour, monsieur. Dans les classes, écoliers et enseignants sont en pleine activité. Elle active le feu. Son ami Ayaba. Pendant ce temps, on aperçoit des dames faire leur entrée dans l'école, bras chargés comme la tête aussi. C'est en réalité elles qui vendent à manger aux enfants ici pendant la récréation. En attendant d'accueillir leurs jeunes clients, elles ont le devoir de mettre les lieux au propre. Après le nettoyage du réfectoire, il faut disposer les mets cuisinés aux écoliers ce jour. Sur les tables, les repas sont diversifiés. Un peu plus, les enfants aiment surtout la salade et le sandwich avec les macaronis, les spaghettis en fait. Mais à propos, ils viennent payer bien, ça va. Il y a à partir de 50 francs que je les vends, 75 francs et 100 francs. Avant le coup d'envoi de la récréation, la responsable chargée de la nutrition au niveau de l'école fait un tour au réfectoire. Sa mission, vérifier la qualité des mets qui seront servis aux enfants dans quelques minutes. Elle observe, questionne et goûte les plats. À la fin, elle donne son feu vert. Si il y a par exemple un mets qui n'est pas adapté, qui n'est pas bon, là, il n'y aura pas de vente de cette nourriture. C'est bien fait et les enfants peuvent manger. Donc si j'ai pu manger, les enfants peuvent aussi en manger. Il n'y a pas de défaut. Oui, on peut lancer la récréation. Et la récréation va commencer un peu avant l'heure, conformément à la stratégie mise en place par l'école. Quelques minutes avant 10h15, ce sont les écoliers du CI et du CP qui ouvrent le bal. Ils sont les plus petits et les plus fragiles. La stratégie vise à éviter les bousculades des plus petits et leur permettre eux aussi de profiter de ce moment. Maintenant, on peut sonner la cloche pour annoncer la récréation. C'est au tour des plus grands de prendre une pause pour se ressourcer. Chacun a sa préférence. Elle est donnée moi la pépin. À venir à l'école, à dire moi, on parti manger la pâte. Le père est là, manger la thé bon. Je mange pain parce que c'est doux. Je mange macaroni. C'est maman qui a préparé ça, la maison et ça à l'école. Pendant la récréation, j'ai mangé à tassi et œufs. J'ai acheté pour 50 francs et je suis rassasié. Dans le rang des écoliers, on découvre des visiteurs. Ils sont des anciens apprenants de cette école et désormais élèves au CGB Gamay. Mais aux heures de la récréation, ils préfèrent revenir au bercail pour manger. Difficile pour eux de se séparer des mets qu'ils ont consommés ici pendant 6 ans. Le mets de cette école est bon. Je mange beaucoup et on me donne l'argent pour manger dans cette école. Quand j'étais dans cette école, je mangeais du riz et du pain. Quand j'étais au CM2, j'étais habitué de manger ici. C'était doux et c'est bon. J'achète à tassi avec du pain. La récréation se déroule sous la supervision du maître de la semaine. Isolé et discret, il suit les mouvements de chacun et interpelle ceux qui s'adonnent aux jeux brutaux. Tout est bien organisé par ici. Le directeur profite bien de ce système qu'il a mis en place et qui lui évite des situations difficiles à gérer. Nous estimons qu'en faisant cela, les plus petits ont déjà le temps de prendre les plats, de se servir ou du moins de manger et d'être à l'aise, de pouvoir peut-être déjà se laver les mains, boire de l'eau sans être bousculé par les plus grands. Souvent, nous constatons qu'il y a ces bousculades autour des mets et par conséquent, ce n'est pas un bon spectacle, surtout que dans cette bousculade où cette manière de faire, des enfants peuvent être lésés. Certains peuvent ne pas pouvoir être bien servis ou ne pas pouvoir bien manger. Et donc, notre stratégie consiste à mettre tous les enfants à l'aise pendant la récréation.
À 10h30, la cloche sonne une seconde fois et c'est le retour des écoliers en classe. Abdul Moukabi et ses camarades regagnent eux aussi leur collège en attendant de revenir sans doute le lendemain. En moins de 30 minutes donc, tous les enfants ont été servis et les cours peuvent se poursuivre. La récréation à l'école primaire publique Charles Guillot de Cotonou, c'est aussi un moment d'expression de solidarité et de partage. Culture dans la suite de ce mini-journal, on les appelle communément paysés en langue locale d'Andi parce qu'ils sont descendants des 3 lignées princières de Djougou, à savoir Atakora, Nyora et Petoni. Ils se distinguent par des cicatrices royales sur leurs 2 joues, sur les bras et sur le ventre. L'origine de leur scarification remonte à leurs ancêtres gourmandiers. Le jeune prince se faisait scarifier le jour de la Gani, une tradition perpétuée sur plusieurs générations, mais aujourd'hui n'est plus totalement respectée avec l'islam qui a gagné du terrain. Comment peut-on les distinguer au milieu des autres scarifications raciales et quelle est l'importance de cette marque royale? Élément de réponse dans ce reportage. On les reconnaît par leurs cicatrices raciales sur les 2 joues, sur le ventre et sur les 2 bras. À Djougou, tout comme dans les localités environnantes, on les appelle communément Kbenze en langue locale d'Indi parce qu'ils sont descendants des 3 lignées princières, à savoir Atakora, Nyora et Petoni. De ce fait, ils sont tous dignitaires du palais royal de Kilir à Djougou. Dans leur communauté, ils se distinguent des autres membres par leur balafre. L'origine de ces cicatrices royales remonte à leur ancêtre Gourmandier qui est venu à Djougou ici et qui a créé la royauté Gourmandier de Kili. Parce que lui l'emportait. De son village au Burkina, il portait ces cicatrices-là. Et quand il a eu des enfants ici, il a transmis ça aux enfants. Et c'est ça que, quand ils ont pris la royauté, ça s'est perpétué, de père en fils jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces cicatrices-là, c'est les princes seuls qui ont ça. Si tu n'es pas prince, tu ne peux pas avoir ça. Il y a des cicatrices qui passent sur toute la longueur de la joue. On fait 3 cicatrices sur chaque joue pour les hommes et 4 pour les femmes. Les grands disent que avant, maintenant ça ne se fait plus. Si vous n'avez pas ça, vous êtes prince, vous n'avez pas ces cicatrices-là, ça va jouer après sur vous. Dans votre vie, ça va jouer. Et il vaut mieux alors le faire. Ces traits distinctifs des princes de Djougou leur ont été légués, selon les informations, par leur ancêtre commun à Tchoukouma, venu du Burkina Faso. À l'origine et conformément à la tradition, c'est lors de la fête annuelle de la Gani que le jeune prince devrait être scarifié. Mais avec l'avènement de l'islam, cette tradition a été bouleversée. À l'origine, c'est au moment de la Gani qu'on fait ça aux petits-enfants, aux princes et aux princesses. Mais par la suite, les gens ont commencé par faire des dérogations. Il y en a qui, avec l'arrivée de l'islam, qui, le jour du baptême, font en même temps les cicatrices. Mais à l'origine, c'est à la Gani. Et dans les cérémonies de la Gani, les enfants sont cicatrisés, ont des cicatrices. Mais par la suite, ils ont un peu suivi l'islam et le jour du baptême, le 8e jour de la naissance, on fait ça aux enfants. Par la suite aussi, il y en a qui choisissent un jour au hasard, surtout pendant l'harmattan. Parce que pendant l'harmattan, les plaies sèchent vite. Actuellement, on ne respecte plus la date de la Gani. Chacun fait comme il veut. La tradition a été mise de côté. Et je peux dire que actuellement, il y a des princes même qui ne font plus de cicatrices à leurs enfants. Longtemps considéré comme un identifiant distinctif et source d'honneur chez le prince au sein de la communauté, les balafres royales sont de plus en plus abandonnés. Plusieurs facteurs seraient à l'origine de cette situation. Il y a d'abord la religion qui
qui trouvent mal indiquées, comme les cicatrisations. Il y a aussi les frustrations. Par exemple, quand nos enfants vont en Europe ou quelque part, les gens les prennent pour des barbares, quelque chose comme ça. Sans compter, la colonisation. Quand les colons sont arrivés, ils ont trouvé nos parents avec des balafres, tout ça là. Bon, pour eux, ils ont trouvé ça un peu bizarre. Donc c'est là que je parle de sortes de frustration, qui sont les causes réelles de la cicatrisation. C'est un peu ça. Les causes, il y a l'évolution, l'école. Les gens qui ont été à l'école ne jugent pas nécessaire de faire des cicatrices à leurs enfants. Deuxièmement, il y en a qui n'accordent plus d'importance à ces cicatrices-là. Pour eux, ce n'est pas tellement important. Ils ne pensent pas qu'un jour, les enfants seront candidats pour être rois. Donc, ils abandonnent. Bon, disons que c'est la modernité qui a amené tout ça là. Par le passé, aucun prince ne pouvait se passer de ces balafres royales qui représentaient aux yeux de la société une valeur culturelle indéniable. Aujourd'hui, certains l'ont complètement abandonné. D'autres, par contre, sont restés attachés à cette tradition ancestrale. Dans leur rang, Issaou Moustapha, la quarantaine révolue, père de 4 enfants. Tous mes parents portaient ça. Mon aïeux, mon grand-père, jusqu'à mon papa, moi-même, on me l'a fait. Et de ma vie, tous les enfants qui ont passé par moi pour venir dans la vie. Donc quand ça va couper, ces mêmes balafres-là les attendent. Donc c'est la tradition, on ne peut pas s'en passer, il faut le faire quand on sait qu'on est digne de cette tradition-là. Pour montrer la différence qu'il y a entre tel ou tel. Je suis fière de porter mes cicatrices parce que c'est ma réputation. C'est ces cicatrices-là qui signifient ma lignée, quoi. Je suis de la famille Péteni et c'est les cicatrices-là qui font que je suis fière d'être telle que je suis aujourd'hui. Moi, dans la maison de mon père, ça continue. Ça continue toujours. Mais d'autre part, il y a les jeunes de maintenant là, qui n'aiment pas les cicatrices. Avec la menace de disparition progressive qui pèse sur cette pratique, aucun effort sur le terrain pour amener les princes à prendre conscience. Première victime collatérale de l'abandon de cette pratique, les coiffeurs et exciseurs traditionnels, encore appelés Wanzam en Dindi. Dans un passé récent, ils ne vivaient que de ça. Mais aujourd'hui, avec l'abandon de cette pratique, ils ont dû ranger couteaux et plateaux traditionnels au placard. C'est difficile. Nous traversons, maintenant c'est la traversée du désert. C'est difficile, on est en train, on fait avec, on va au champ, et puis c'est tout, hein, pratiquement. Et un peu de commerce. Parce qu'il faut avoir une deuxième corde à son arc. Mais notre métier là doit être revalorisé, réhabilité, et l'État doit avoir son œil, nous aider pour l'épanouissement de ce métier de Wanzam, des coiffeurs traditionnels. La modernisation et surtout la stigmatisation, autant de facteurs endogènes qui expliquent l'abandon progressif des balafres royales, autrefois source de fierté et de dignité chez les princes de Djougou. Mais avec la perte progressive de cette valeur culturelle et identitaire, l'on est en droit de craindre dans les tout prochains jours une fragilisation, voire une désintégration des 3 lignées princières de Djougou. Et voilà, c'était une très belle immersion avec Alassane Harouna. Dans un instant, on parlera de ça, les 25 ans du quotidien Le Matinal avec le match de gala que nous avons eu hier. Et ce sera avec vous, Ali Moumouni. Bonjour. Bonjour Christian.
Bienvenue. Merci. Merci d'être là. La suite du bulletin matinal, on parle à présent de la traversée de l'axe Candy-Malanville et qui relève d'un véritable parcours de combattants. Et pour cause, les usagers de cette route qui se plaignent au quotidien de son état de dégradation très avancé depuis quelques années. Du coup, il ne passe 2 jours sans qu'on enregistre des cas d'accident avec à la clé des décès. Tout ceci s'explique également par l'exiguïté de la route en reconstruction. Reportage de Stanislas Fernand, Lanlozé. Pour trouver un qualificatif à cette circulation routière dans Malanville, il faut d'abord la vivre. Des camions, gros porteurs en file indienne, tricycles et motocyclistes cherchent à se frayer un passage, piétons sans issue. Voilà brièvement l'image que vous présente cette commune de la Liborie lorsque vous y mettez les pieds. Cette situation déplaît à tous et même aux plus patients puisque de toute façon, tout usager est obligé de vivre le calvaire. La circulation à Malanville est tellement dangereuse, très très dangereuse, parce que la voie n'est pas large. Et chaque jour que Dieu crée, il y a accident. Vendredi, à part jeudi, vendredi, samedi, il y a gros solo à Malanville. Et la mairie aussi ne fait pas son travail. La circulation, je dirais, est désordonnée à Malanville parce que si on prend simplement cette voie inter-État, Cotonou-Malanville qui débouche sur Gaïa au Niger, je pense qu'à certaines heures, ça devient totalement du désordre, excusez du peu, parce que d'abord la voie est trop exiguë et il y a des véhicules gros porteurs là qui veulent traverser la frontière, donc pour aller de l'autre côté, il y a souvent de go-slow. Maintenant, la circulation des motocyclistes aussi qui conduisent de façon désordonnée. Si le citoyen lambda se plaint, les conducteurs de camions, eux aussi, s'en désolent, obligés de leur côté de passer plusieurs heures à attendre leur tour pour passer et libérer la route très étroite. Des fois, on fait 2 jours. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans les rangs. On ne sait pas pourquoi. Au niveau des parcs là, il faut que l'État vienne voir le parc. Parce que ce parc-là, on paye à peu près 10 000 francs. Ce qui nous gêne sur la voie de Cotonou-Parakou, c'est bon. Mais de Parakou-Kandi, c'est bon. De Kandi venant à Malanville, il y a certains endroits qui ne sont pas bons, il y a des trous. Ça nous fatigue trop. Arrivé à Bouzoukali, tu peux perdre de temps plus de 4 heures à 6 heures du temps avant de trouver contrôle pour entrer dans le parc. Et voilà, le parc même n'est pas bien organisé, c'est pas bien arrangé. Il y a certains camions, s'ils viennent, ils cassent les ressols. Il y a certains, s'ils ont pris au gabarit, ils arrivent à tomber le camion. Ça n'arrange pas un chauffeur de garer pendant 2 jours à une distance de 700 et quelques kilomètres. Normalement, avec 2 jours, la personne doit être à la destination. Donc maintenant, ce qui est là, tout ça là, ça nous gêne. Il faut qu'on nous cherche une solution par rapport à ça. Et c'est la voie qui n'est pas bonne. La voie qui n'est pas bonne, c'est de Kandi venir à Malanville. Ton camion à bon état, mais arrivé à quelques kilomètres de 7 kilomètres, tu vas souffrir comme celui qui veut aller à 1000 kilomètres. Pas de jour sans que l'on enregistre des cas d'accidents mortels de circulation sur cette route inter-État Cotonou-Malanville, longue de 732 km. Et ceci s'explique non seulement par l'incivisme des usagers, mais aussi à cause de l'exiguïté et de la dégradation très avancée de cet axe entre Kandi et Malanville. Parfois, il y a des accidents qui se créent, on enregistre régulièrement. Et quand vous interpellez certains citoyens qui sont habitués à ce genre de conduite, qui faufilent entre ces véhicules-là, donc pour eux, c'est que voilà, c'est Dieu qui amène ça. Ils ne tiennent pas compte forcément donc de code de la circulation. Donc ça fait qu'à Malanville ici, c'est un gros problème et il va falloir que les autorités taillent d'importance à cela. Il y a trop de tracasseries à la voie, des accidents et des accidents qu'on ne sait même pas dire. Chaque fois, il y a des accidents au cours de la route. C'est la voie qui est trop petite. Face à cette situation, les autorités concernées sont appelées à agir afin de réduire la peine des populations, même si déjà
Quelques travaux de reconstruction sont en cours. Des travaux exécutés par l'entreprise Soroubat. Soroubat, dont les usagers se plaignent de la lenteur dans l'exécution des travaux. D'ores et déjà, l'autre initiative qui pourrait être prise en amont pourrait être aussi la sensibilisation pour réduire un tant soit peu les cas répétés d'accidents de circulation. Retour à Cotonou, fin du bulletin matinal. Merci beaucoup. Merci à vous, William Kékan. Très bonne journée. Du jeudi, la pause. Et ce sera les sports. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, c'est les sports avec vous. Ali Moumouni, on va commencer par le championnat du monde de handball. Oui, la Coupe du monde de handball, comme vous l'avez dit, est en cours. Et donc, depuis hier, la deuxième phase a commencé. Après les phases de groupe, donc 24 nations sont qualifiées pour la deuxième phase des groupes qui se poursuivent. Donc, du côté de la Suède et du Pologne, il y a également les autres équipes qui sont reversées au niveau de la Coupe du Président, également qui a démarré depuis hier. Donc, il y a eu 8 matchs au total disputés hier. Et pour la deuxième phase la deuxième phase de l'étape de groupe des poules, on peut parler donc pour les différents résultats au niveau du groupe 1 et du groupe 2. Il y a l'Iran qui s'est incliné face à la Slovénie sur le tableau des résultats des rencontres disputées hier. La France a pris le dessus sur Monténégro 35-24. L'Espagne s'est imposée aussi à son adversaire, c'était donc la Pologne. Résultat 27-23 en dernière hier. Dans le groupe 2, il y a donc la victoire, le match nul entre le Portugal et le Brésil 28-28. La Suède qui s'impose à la Hongrie 37-28. Et puis pour finir, le Cap-Vert qui s'est incliné 30-40 face à l'Islande. Au niveau de la Coupe du Président, il y a eu 2 rencontres. C'est bien sûr au niveau du groupe 1, le Chili qui s'est incliné, qui s'est imposé à son adversaire de l'Arabie Saoudite, et puis l'Uruguay qui s'est incliné aussi face à la Corée du Sud 30-37. La suite, c'est aujourd'hui pour cette suite de la première journée au niveau des groupes 3 et groupe 4 pour l'étape des phases de groupe de la deuxième phase, bien entendu. L'Allemagne aura pour adversaire à partir de 15h30 l'Argentine. L'Égypte sera face à la Belgique à 18h. La Norvège aura donc la Serbie. Le Danemark sera l'adversaire de la Croatie. Et pour finir, le Qatar jouera donc contre les Pays-Bas et les États-Unis affronteront Bahreïn. Au niveau de la Coupe du Président, on aura 2 rencontres. L'Algérie qui jouera donc face à la Macédoine du Nord. Et pour finir, le Maroc aura pour adversaire son voisin de la Tunisie. Christian, on revient au football. Oui, pour parler du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 qui est en cours depuis quelques jours, et donc les deuxièmes journées se poursuivent, et c'est à l'étape du groupe B que les différentes équipes ont planché hier. La République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire s'étaient séparés 2-2, score à l'arrivée 0 but partout. Par contre, les Sénégalais se sont inclinés en soirée hier en fin de journée, c'était face à l'Ouganda, 1-0 pour les Sénégalais qui ont écopé également d'un carton rouge. Difficile d'arriver à trouver le chemin des buts face à cette équipe ougandaise qui était bien en forme et qui a bien entendu même d'ailleurs tenu en échec la Côte d'Ivoire lors de l'ouverture. On a donc pour le classement de ce groupe B, l'Ouganda qui est désormais leader après 2 journées avec 4 points plus un goal average de +1, et le Sénégal suit donc le Sénégal avec 3 points. La République démocratique du Congo compte donc 1 point, et puis ça finit avec la Côte d'Ivoire qui pour le moment se cherche encore dans la compétition. La suite, c'est aujourd'hui avec le groupe C. Il y aura une seule rencontre, le Ghana qui jouera donc face au Soudan dans ce même groupe où devra normalement évoluer le Maroc qui n'a pas pu effectuer le déplacement de l'Algérie. Christian, pour le CHAN, voici donc l'affiche de la journée. Ghana,
Soudan à partir de 20h. D'accord. On continue avec le football pour parler, on revient au pays pour finir avec l'actualité des 25 ans du quotidien Le Matinal. Je peux mettre ma médaille au cou? Oui, mettez votre médaille. D'accord. Allez. Donc, dans le cadre de la célébration de de l'anniversaire, du 25e anniversaire du quotidien Le Matinal, il y a eu donc ce match de gala qui a opposé l'équipe du journal à celle de Canal 3 Bénin. Vous y étiez, Christian, vous étiez aussi le numéro 4, vous avez porté le 204 hier, comme Akime qui était présent également, et puis d'autres supporters que nous avons connus, Eder Hunkpevi, Emmanuel Nyambosu, Teddy Godalo et bien d'autres étaient aussi présents au niveau de Godomain. C'était plaisant, intéressant, 1 heure de jeu dont 30 minutes par période, qui s'est soldée par la victoire 1-0 à l'amiable, il faut le dire ainsi, à l'amiable de l'équipe des quotidiens Le Matinal. Oui, qui moment fait 5 ans, donc vous comprenez. Ouais, il faut quand même les laisser gagner. Si on les gagnait, on a gâché la fête. On va gâcher la fête, Donc, moment de voir ça à la fin de la rencontre avec une troisième mi-temps. Voilà, Christian. Voilà, en tout cas, c'était très bon moment. Et Christian, c'est les images. Ah là là, déception. Il essayait la face. C'était une très belle ambiance avec les confrères de Le Matinal. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, Ali Moumouni, pour ces images. Christian, merci c'est moi. Bien. Voilà. À demain. Allez, vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Dans un instant, ce sera un forum de discussion. Nous allons parler donc de cette bonne nouvelle pour les 305 enseignants radiés qui sont appelés à reprendre le travail. Décision prise hier en Conseil des ministres. Un secrétaire général avec nous ce matin pour décrypter cette actualité et voir un peu ce que cela changera dans le système éducatif. Nous avons avec nous Noël Chadaré que nous allons installer. Et puis dans la deuxième partie, vous aurez la chronique environnement avec Assion Kanyasiomon. On parlera de cette probable reconstitution de la couche d'ozone à l'horizon 2066. Un environnementaliste en plateau ce matin, il est journaliste, Didier Hubert Madafimé est notre deuxième invité du jour. Restez avec nous. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, merci de nous rejoindre en plateau pour la discussion de ce matin. Bonjour à vous, Herman Niamboussou. Bonjour, Christian. Hakimi Ousseni, bienvenue. Bonjour, merci de nous rejoindre, Noël Chadari. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Lédian. Bienvenue. Merci. Allez, l'actualité vous a fait venir en plateau ce matin. Merci de répondre à notre invitation. Nous allons feuilleter très rapidement le relevé du Conseil des ministres d'hier qui parle de la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants ayant opposé un refus de prendre part à l'évaluation des connaissances et reversement dans le corps des fonctionnaires des agents contractuels de droit public remplissant les conditions exigées lors de cette évaluation. Oui, c'était en 2018. On se rappelle que suite à leur refus de participer à cette évaluation des connaissances organisée au profit du système éducatif du primaire et du secondaire, il y a que un total de 113 enseignants du primaire et 192 du secondaire qui sont radiés de la fonction publique. Ils sont de retour. Je prends d'abord votre avis. Bonne nouvelle pour vous, Noël Chadari. Oui, je vous remercie. Je salue au passage les téléspectateurs. Je dois dire que je me réjouis de ce heureux aboutissement d'une situation qui n'a fait que trop perdurer et qui nous mettait, nous, en tant que représentants syndicaux, en situation un peu difficile parce que c'est pas de gaieté de cœur de voir des travailleurs pour lesquels vous êtes représentants et que vous représentez et qui ont perdu leur emploi, sont à la maison, ils vous appellent à tout moment, situation de détresse familiale et donc vous ne pouvez que plaider et c'est ce que je crois le chef d'État finalement a été sensible à nos différentes plaidoiries ou plaidoyers, voilà. Et je crois que je suis satisfait, je me réjouis de cela. Voilà. Vous êtes satisfait, vous vous réjouissez, vous dites que le chef de l'État a été sensible à vos cris de cœur, à vos plaintes. Hakimi Ousseni. Ah oui, il a été sensible. La preuve, c'est que des pères et mères de famille qui ont été, je dirais, déposés depuis 2018 du fait de leur refus. On rappelle qu'en son temps, c'était un mot d'ordre qui a été lancé. Certains l'ont suivi, certains ne l'ont pas suivi. Oui. Ceux qui se montraient, mettons quoi, téméraires, parce que je crois que c'est la formule qui correspond donc, je dirais, au comportement de ces derniers. On finit par se voir remercier, sortir donc du système. Quand vous avez appris à la fin du mois à aller émarger ou à prendre votre fiche de paie, donc à recevoir un salaire, et que depuis 2018, Christian, vous n'avez plus cette possibilité, vous imaginez, 2018, 19, 20, 21, 22, et là nous sommes en 2023, janvier 2023, on n'imagine pas les conséquences collatérales issues donc de cette situation. C'est certainement sûr que dans le lot, certains sont passés de vie à trépas, puis malheureusement, oui. C'est aussi sûr que dans le lot, il y en a qui ont vu leur tissu familial complètement déchiqueté. Il y a peut-être des femmes qui n'ont pas pu résister, qui ont dû laisser leur époux, qui étaient dans cette situation. Il y a peut-être aussi des épouses qui, dans cette situation aussi, n'ont pas eu peut-être, je dirais, le soutien de leur mari. Il y en arrive.
qui finalement finissent par décrocher. Donc, il y a eu tellement de situations déchiquetantes allant dans le sens donc, de cette décision qui avait été prise en 2018. Et quand en 2023, en janvier, eh bien, le président Patrice Talon fait l'option de réintégrer ces derniers dans l'administration, franchement, c'est un ouf de soulagement pour ceux qui sont encore en vie. Ça fait pratiquement 4 ans. Est-ce que ceux qui ont eu leur tissu familial déchiqueté peuvent encore recoller le morceau? La question reste entière. Mais on va se réjouir d'abord de ce que bien ils aient retrouvé leur emploi. Le reste, on va élaborer autour. Mais le plus important pour le moment, c'est de savoir que bien, le chef de l'État a été sensible aux différents cris du cœur, parce qu'on rappelle que depuis cette période, ils n'ont de cesse, je veux parler des responsables des centrales confédérations syndicales, Noël Chadaré en atteste et en présence bien évidemment, de chaque fois demander de faire des plaidoyers à l'endroit du chef de l'État pour qu'on puisse réintégrer ces derniers, parce que oui, là, on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau de bain. Et donc, je crois que c'est finalement, après plusieurs supplications, après plusieurs interventions, après plusieurs cris du cœur, que le chef d'État s'est montré sensible. Et donc, le Conseil des ministres d'hier est venu maintenant confirmer de ce que bien, ces derniers ont été réintégrés dans l'administration. Est-ce que la réintégration tiendra compte, peut-être, ira avec, mettons quoi, des implications induites financièrement? Je ne sais pas trop, mais pour le moment, réjouissons-nous de ce que bien ils aient retrouvé leurs différents emplois. Voilà. Voilà, une situation que vous caricaturez après pratiquement 39 mois de rupture de contrat. Avant de venir à vous, Akimé et Wakhabali Para, je vais repartir vers Noël Chadaré. Leur précédente radiation, puisqu'ils sont réintégrés, en tout cas la décision a été prise, est-ce que cette radiation a créé du tort au système éducatif pendant tout ce temps? Mais bien entendu, parce que c'était déjà un système éducatif qui était caractérisé par un déficit en enseignants. Un enseignant, et quand c'est des enseignants qui ont déjà un certain nombre d'années dans le métier, on dit c'est un peu comme le vin, il est bon quand il est vieux, n'est-ce pas? Donc ils ont déjà une certaine expérience dans le métier, et sûrement cette radiation a créé un préjudice, parce que c'est des gens qui ont une certaine expérience. Donc voilà un peu, c'est une bonne chose que on se réjouisse aujourd'hui de cela, parce que c'était pas gagné à l'avance, cette situation, que cette décision d'hier, c'était pas gagné. Nous avons eu les occasions. Moi, c'était pratiquement une obsession pour moi, une préoccupation. Quand j'avais une occasion de rencontrer le chef de l'État, mais on ne se quittait pas sans qu'on pose cela. La dernière date, c'était en avril. En avril, quand on nous a appelés, ça s'est pas bien terminé. On a posé le problème en termes de plaidoyer et non de revendication. Il m'a dit, mais M. Chadaré, vous le posez en termes de plaidoyer, de doléance. Alors donc, je peux accepter comme je ne peux pas accepter. Parce que je veux agir sur les fibres sensibles du chef de famille qu'il est, du père de la nation. Et donc, j'en avais appelé à sa magnanimité, faire preuve de magnanimité pour nous permettre permettre à ceux-là dont les familles sont en détresse de pouvoir retrouver le travail. On l'avait fait aussi en 2022, je crois que c'est en 2021, où il devait y avoir un débat entre le chef de l'État et nous à la veille du 1er août. On était invités les 3 secrétaires généraux au palais. Et ça, ce jour-là, je dois dire que quand j'ai posé le problème, j'ai été aidé par Osias Sounouvou, et les autres aussi ont essayé d'aller dans la même direction, parce que le chef a dit, mais quel est l'exemple que nous voulons qu'on donne? Et la dernière fois, il m'a dit, mais vous êtes intervenu pour que quand ils ont refusé de composer pour la première fois, qu'on leur donne la possibilité d'aller une seconde fois. On leur a donné la seconde fois pour aller. Mais pourquoi vous revenez là-dessus encore? Bon, bref, si aujourd'hui il a écouté cela, il a réussi, il a accepté finalement, c'est que quelque part les différents plaidoyers lui ont quand même été, ont trouvé un écho favorable à ça. Et moi je suis. Vous vous réjouissez. L'important c'est que on a pris ça comme un os dans la gorge. Parce que c'était un os dans la gorge. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, secrétaire général, quand vous voyez des gens qui sont au chômage, ils ne sont plus au travail, et qui sont en difficulté? Combien vous pouvez donner de votre poche?
combien que vous gagnez vous-même. Donc j'ai dit, c'est bien pour nous. On va vous dire tout ce qu'on a vécu tout ce temps-là. Ouf, de soulagement, je peux le dire. Oui, voilà. Christian Dandédia, il n'y a pas que les 305 enseignants qui doivent être heureux. C'est presque toute la nation, étant donné que nous parlons d'un corps, d'une catégorie de personnes plutôt particulières, des enseignants. Donc, il y a les enseignants eux-mêmes, il y a leur famille, il y a les apprenants, il y a même l'État qui aujourd'hui a pris le gouvernement qui a pris cette décision, parce que, en dépit de tout, on note qu'on a eu affaire à des enseignants qui ont tenu tête à l'État, ce qui, ma foi, est une maladresse, parce que dans ce corps, de façon globale, il y en a qui avaient accepté, puisque le gouvernement s'est donné la peine d'expliquer le bien fondé de la mesure, ce qui justifiait donc l'évaluation de ces enseignants. Donc, quelle que soit votre ancienneté, votre expérience et autres, il s'agissait donc d'accepter cette évaluation. Et certains l'ont accepté. On a vu là où ils sont. Il y a même une mesure aujourd'hui qui accompagne, parce qu'une fois que vous êtes évalué, que vous avez la moyenne, je crois que vous devez être reversé dans la fonction publique, donc dans le cadre des fonctionnaires. Mais il y en a qui ont tenu tête, et que le gouvernement, en dépit de tout, a eu cette souplesse en acceptant organiser une forme de rattrapage. Et là encore, c'était du blocus, parce que les enseignants... Vous voyez donc un gouvernement qui en arrive à prendre une mesure si radicale, qui brisait bien de foyers, ça, et bien de familles, il faut le reconnaître, parce que il ne faut pas prendre la tête des 305 personnes, il faut voir les implications telles que l'a décrit Akime Seydou Oseni, n'est-ce pas, sur les autres membres de la famille. C'est l'espoir des familles, des foyers qui se sont brisés, etc. Donc, il faut saluer cette mesure du gouvernement, parce qu'à un moment donné, on a vu que c'était devenu une rengaine pour les représentants des travailleurs, les centrales, les confédérations syndicales, donc, qui ne manquaient pas d'occasion face aux membres du gouvernement, face au chef de l'État, bien entendu, n'est-ce pas, de rappeler combien vraiment il était nécessaire vraiment de revenir sur cette décision. Donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, on note que oui, la décision est prise. Les implications, peut-être on aura le temps de revenir sur ces implications, parce que quand vous restez également 4 ans, c'est depuis 2018 que la mesure est prise, on évalue, ça fait au moins 4-5 ans déjà, qui ne sont plus à la manœuvre. Est-ce qu'ils ont encore la main, comme on dit? Est-ce qu'ils vont accepter une évaluation pour que ça soit interprété comme une forme de renforcement de capacité ou de mise à niveau? C'est selon, n'est-ce pas, pour que vraiment ils reprennent le chemin des classes et autres, parce que il est évident, la mort ne prévient pas et n'identifie pas qui que ce soit, mais il se peut que dans ce lot-là, il y ait déjà des morts, n'est-ce pas? Il se peut également qu'il y ait d'autres qui peut-être ont cherché d'autres métiers d'autres portes de sortie, où aujourd'hui se sentent peut-être même plus à l'aise que autres. Donc c'est déjà bien de saluer les efforts des confédérations centrales syndicales qui aujourd'hui ont porté les pluies, et saluer également l'État central. Un peu comme on peut lire dans le quotidien Fraternité, les impressions de Mathurine Sosoupe, qui est la première porte-parole des 305 enseignants. Après la confirmation de leur réintégration, elle a présenté un peu la démarche, tout le travail qui a été fait derrière, jusqu'à cette promesse du chef de l'État de prendre une décision le 18 janvier 2023, et la date a été véritablement respectée, en Conseil des ministres. Moussou. Oui, tout était parti d'un constat. Le constat que le niveau de nos enfants était un peu sujet à caution. Ensuite, le gouvernement a décidé d'aller vers une évaluation. Une première évaluation boycottée, une seconde évaluation toujours boycottée, ce qui a abouti à cette radiation-là. C'est vrai que c'est un ouf de soulagement pour ces enseignants, leurs parents, leurs familles et tout. Pour ma part, quand vous lisez un peu les impressions de Mathurine Sosoupe, je ne pense pas là qu'on soit en train de saluer une mesure de dégel. C'est plutôt saluer le courage des enseignants qui ont tenu tête au gouvernement. Non, je ne pense pas qu'il faille le faire ainsi. C'est d'ailleurs pour ça que le secrétaire général de la COSI est sur le plateau. Il en a fait pratiquement son cheval de bataille. Toutes les fois où il a rencontré le chef de l'État, c'est d'ailleurs, il nous l'a dit la fois dernière, il est allé à une occasion, il rencontre le chef de l'État, où quand il a voulu sortir le chef de l'État, il a dit non, laissez tomber ce sujet-là, parce que le chef de l'État n'était pas prêt
à revoir sa position. Mais maintenant qu'il l'a fait, je pense qu'il faut lui dire merci. Moi, je le dis comme ça. Et voir la suite. Maintenant, est-ce que l'évaluation va se poursuivre? Est-ce que l'évaluation s'arrête et va s'arrêter? Parce que il faut quand même sauver l'école béninoise, c'est tout. Voilà. Avez-vous déjà échangé avec certains parmi eux? C'est sûr et certain que vous avez les données à votre niveau. Depuis hier, l'annonce de la décision au Conseil des ministres. Mais ils sont contents. J'ai reçu beaucoup de remerciements, des messages qu'ils m'ont envoyés pour me dire merci, secrétaire général. C'est bien parce que ils étaient dans une situation, comme vous l'avez dit, il y en a qui ont perdu, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui sont parties. La famille est disloquée, la détresse s'est installée, s'est enracinée dans la famille, ils vivent difficilement. Et donc, ils sont contents de cette situation parce chaque fois on vous appelle pour vous dire aidez-nous à régler ce problème, aidez-nous. Nous sommes dans une situation, il faut nous aider, ne nous oubliez pas. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un os que je n'aurai plus dans le coup, que nous n'aurons plus dans le coup. En prenant cette décision, donc ils sont satisfaits. Et je crois que le reste maintenant, c'est voir comment est-ce que ça va se faire parce que c'est une décision qui a été prise. Un conseil des ministres, maintenant la mise en musique, la concrétisation de cela, comment ça va se faire? Mais ça va être... Oui, l'important pour nous, c'est que c'est pris comme décision. Et je crois que tout le reste ira comme sur des roulettes, un peu. Wahab a évoqué un aspect du sujet. Est-ce que on va parler de l'aptitude de ceux-là qui, pendant pratiquement 40 mois, sont restés sans enseigner, sans toucher à la craie. La pédagogie, est-ce que ça va rester? Comment cette réintégration va-t-elle se faire? Mais je dois dire qu'ils ne sont pas totalement coupés aussi de la craie, parce que les informations que j'ai des uns et des autres, certains dans le privé, pour ceux qui sont les professeurs dans les collèges privés, et aussi d'autres aussi dans les cours primaires privés, n'est-ce pas, dans des cours aussi de maison, ils font tout cela. Donc ils n'ont pas véritablement perdu la main, que je sache. Donc on ne devrait pas avoir un problème de réintégration. Ils vont passer. Et puis c'est des gens qui ont déjà une certaine expérience. Et comme on le dit, quand tu as l'habitude, je dis un peu, quand tu es sorcier, tu sais un peu, tu ne peux pas, tu as les réflexes, tu as tout ce qu'il faut pour manger les gens. En griffe. C'est une traduction littérale. Alors, dans la suite de cette décision, c'est que le gouvernement a décidé de reverser dans le corps des fonctionnaires tous les agents contractuels de droit public qui ont obtenu une certaine moyenne, une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'occasion de cette évaluation. Oui. Ça aussi, c'est bien. C'est très bien. Très bien. Oui. Les deux décisions sont salutaires. C'est à l'actif du chef de l'État et de son gouvernement. Et le timing choisi pour les deux, c'est bien. On ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a les élections législatives sont en campagne. Ça a été fait parce que les contacts c'était bien avant. Mais on a attendu la fin, après les élections pour le faire. Et le moment là, le fait qu'on ait pris les deux décisions de façon concomitante, n'est-ce pas, comme ça, il faut lire un message. Il y a un message dedans, c'est que ceux qui n'ont pas composé ont été réintégrés, ils ont boudé, ils ont été réintégrés, mais il faut récompenser ceux qui ont composé et qui sont, n'est-ce pas, restés dans le système. Qui sont restés dans le système pour les mettre, les reverser en fonctionnaires de l'État. Ils ne sont plus ACDP comme ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont réintégrés, et ils ont quelque chose de plus. Et ça, c'est bien. C'était quelque chose qui était prévu dans nos discussions. On avait convenu de cela au palais quand le chef d'État avait proposé, n'est-ce pas, de cette évaluation. On avait dit que gagneront ceux qui vont pouvoir réussir encore à ce test. Donc, c'est bien fait. Et c'est une promesse aussi qui a été tenue. Un engagement, on va dire plutôt, un engagement qui a été tenu, et c'est une très bonne chose. On se réjouit toujours de ça. De plus en plus, on sent que ce dont nous avons parlé,
commencez pas à comprendre, à apprendre. Le dialogue est en train de produire des fruits. Oui, les méthodes que vous avez mises en place, la discussion. Voilà, et le lobbying, le plaidoyer, tout ce qu'on fait pour que dans les coulisses, les choses deviennent concrètes pour les travailleurs. C'est important. Voilà. Oui, je vais. Non, il n'était quand même pas judicieux, ou peut-être, mettons, équitable, que de réintégrer certains qui ont refusé de composer, de se faire évaluer et de ne pas promouvoir ceux qui ont accepté de composer. Ça n'aurait pas été intéressant. C'est la justice. C'est une justice qui a été rendue aux deux catégories. Ceux qui ont composé et qui ont eu 10 et au-delà, comme vous l'avez dit, reversés dans la fonction publique, donc agents permanents, et puis les autres, on les réintègre toujours avec la même qualité qu'ils avaient par le passé. Certainement qu'à l'occasion de notre évaluation, s'ils performaient, ils vont peut-être retrouver un peu le statut de ceux-là qui les ont dévancés, qui avaient composé en son temps. Non, je crois que c'est deux décisions quand même salutaires, parce que toute décision qui concourt à améliorer le mieux-être des populations, c'est des décisions qu'il faut saluer. Et je crois que cela tient véritablement, je dirais, de la stratégie et de la méthode utilisée certainement par les responsables des centrales et confédérations syndicales. Parce que, l'employeur ou le gouvernant a bien envie de faire les choses, mais si en temps les interlocuteurs en face n'apportent pas, je dirais, des éléments de dialogue inclusif, de dialogue, je dirais, beaucoup plus responsable, ça n'évoluera pas. Il a fallu certainement que ces derniers, les responsables des centrales et confédérations syndicales, fassent preuve, je dirais d'assez de responsabilisation, de compréhension et de perspicacité et bien évidemment d'endurance. Parce que peut-être qu'au premier refus, ils auraient pu rapidement arranger les choses, mais ils se sont dit attention. Il faut continuer par négocier certainement que le chef d'État va finir par se faire sensible, et ça n'a pas raté. Je crois que c'est sur bien d'autres dossiers, il faut peut-être souhaiter que cette méthode soit encore davantage utilisée, parce qu'au-delà des rencontres formelles avec le chef de l'État, il y a parfois, je dirais, la fin des rencontres formelles qui ouvre la porte à d'autres rencontres qui ont des impacts positifs. Quand on finit une rencontre avec les responsables et que c'est au moment où le chef d'État est en train, je dirais de prendre congé de ces derniers, qui se fait interpeller, et puis il se rend sensible, il écoute, il prend le temps d'écouter ses interlocuteurs. Ça aussi, c'est aussi des méthodes pour faire fléchir un peu les chefs. Et je crois que il faut déjà saluer ce qui se fait par ces derniers, qu'ils soient toujours à l'écoute des travailleurs, parce que quand les travailleurs ont fait l'option de leur confier, je dirais, leur carrière et tout ce qui est autour en termes, je dirais, des conditions nouvelles de travail sur le terrain, c'est parce qu'ils ont compté sur ces différents responsables des centrales et confédérations syndicales. Donc ils doivent travailler à davantage mériter la confiance des syndiqués, pour que sur le terrain ils se disent mais attention, nous avons des personnes qui nous représentent valablement lorsqu'il s'agit de défendre les causes et les intérêts des travailleurs. Et donc c'est tout bénéfique pour le corps des travailleurs dans leur entièreté, que chacun se sente concerné par la lutte qui est aujourd'hui menée par les responsables des centrales et confédérations syndicales, que l'unicité d'action et de réflexion et de stratégie puisse permettre véritablement de faire bouger les choses. Et je crois que ça participe à l'apaisement du climat sur le front social. Vous voyez, Christian, il y a de ces comportements et de ces réflexes humains, n'est-ce pas, qui sont toujours bénéfiques. C'est accepter, ouvrir le dialogue, ou accepter les rencontres et se parler, après se parler, s'écouter aussi, parce que des fois on se parle et on a de mal à s'écouter, ça n'aboutit pas. Alors qu'on a de ces proverbes en langue nationale qui traduit de façon littérale, disent qu'on ne refuse pas l'appel. C'est peut-être ce qui suit l'appel qu'on peut refuser. Et donc, quand vous suivez ce que disait Hakimé tout à l'heure, pour toucher la sensibilité du chef de l'État, n'est-ce pas, c'est qu'au moins la rencontre a eu lieu. On a échangé, et même si la décision n'est pas prise de façon systématique, les réflexes dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'au moins quand on se retire, on finit par réfléchir, on finit par mûrir les réflexions, on se dit mais quand même ce que tel secrétaire général avait dit, ce que telle personne présente à la rencontre avait évoqué, ça manque pas de pertinence. Je crois que même si on ne va pas totalement adhérer à sa réflexion ou à sa proposition, on peut en faire de moitié et ajouter. Vous voyez, donc cette combinaison finit par donner de résultats. Et donc, les leçons qu'il y a à tirer, c'est de faire comprendre aux travailleurs qu'en dépit de tout, il n'y a pas assez de gains, n'est-ce pas, ou presque pas,
quand on tient tête à l'État. Parce que vous voyez, ces sanctions, on pouvait ne pas revenir dessus et que ça poserait un véritable problème. Encore que, au moment où le gouvernement, en 2018, lançait cette opération d'évaluation, on n'avait pas dit qu'à la fin, il y aura de radiation. C'est-à-dire que ceux qui vont échouer, ceux qui n'auront pas la moyenne souhaitée, n'est-ce pas, seront radiés. Il s'agissait d'évaluer notre système, voir dans quelle mesure, si les résultats sont satisfaisants, ça roule de source, mais quand ça ne va pas, on verra là où peut-être coller les morceaux, combler le vide. Donc ce n'était pas dit d'emblée que ceux qui n'auront pas la moyenne après l'évaluation seront radiés ou bien seront remerciés. Donc je pense que le gouvernement hier mercredi a pris entre autres, deux grandes décisions dans ce corps des enseignants. Ramener ceux qui ont été radiés en 2018, c'est déjà leur apprendre une leçon. Intégrer, c'est-à-dire en quelque sorte remercier à sa juste valeur ceux qui sont... C'est ce qui est prévu, ce qui est prévu, qui a été fait. Oui, qui a été... Donc c'est une décision, on ne pouvait ne pas... C'est pourquoi en termes d'agenda, comme l'a souligné Noël Chadaré, ça tombe à pic. Vous voyez comment c'est douloureux que vous soyez en quelque sorte des promotionnaires, mais que vous réintégrez un corps et que vous voyez que vos promotionnaires ont eu certains grades, ont évolué, ont eu certains avantages, alors que vous, avec qui ils ont démarré. Vous êtes encore à la traîne, vous êtes encore en arrière. Il y a un problème qui se pose. L'autre fait quitter la gorge des secrétaires généraux. Cela ne veut pas dire pour autant que la mesure d'évaluation était à balayer du revers de la main. La dame Soussoupé Mathurine dit qu'il y a que les moyens d'évaluer les enseignants existent et sont connus par les tests, pourvu que ces moyens-là soient mis en place, pour que l'enseignant soit évalué. Nous, ici aussi, en tant que journalistes, il arrive à notre directeur de nous évaluer ou de nous faire former. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le boulot. Et donc, qu'ils acceptent de se faire évaluer parce qu'ils sont des transmetteurs de la connaissance, des transmetteurs du savoir. Donc, à ce titre-là, il faut quand même qu'on puisse les évaluer pour voir s'ils sont au fait de ce qui se passe et tout et tout. C'est pas une mauvaise chose. L'eau a quitté leur gorge, mais maintenant, nous sommes dans le pourra. Il va bien avaler la salive. Bon, un a quitté parce qu'ils ont plusieurs eaux à la gorge. On va aborder ce dernier sujet très rapidement. Avant cela, c'est par rapport à ce qui a été fait par le gouvernement à l'endroit de ceux qui ont été radiés. Comme on l'a dit, c'est une décision salutaire que nous apprécions à sa juste valeur. Nous remercions le pouvoir, le gouvernement pour l'avoir fait. C'était pas gagné, mais finalement on l'a eu. Mais il y a on va continuer toujours de plaider, de poser les problèmes de personnes qui sont aussi dans cette même situation comme eux. On l'avait évoqué, je l'avais évoqué à un moment donné où le chef m'a dit ne parlez plus de ce capitaine Trépeau, de ces commissaires qui sont allés. Il m'avait dit de ne plus en parler, mais avec ce qui a été fait, comme il nous a dit de ne plus en parler pour les autres, il a fait un effort dans ce sens pour eux. Le capitaine Trépeau est dans une situation aussi pareil, parce qu'il est radié, et aussi les commissaires qui ont commis des fautes. Mais bon, après un temps, il est le père de famille. Et après avoir sanctionné, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. C'est les familles qui sont en détresse, qui sont en difficulté. Et donc, je souhaite vraiment qu'ils pensent aussi un peu à ceux-là pour que la joie soit partagée par tous ceux qui ont vécu cette situation. Donc, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas seulement qu'en décembre. Ah oui. On peut l'avoir en février. Donc, on continuera de revenir là-dessus pour lui demander de voir aussi leur cas, leur situation. Il ne faut pas qu'ils s'en offusquent. Le retournement social pas avec également. D'accord, il y a cette situation, Noël Chadaré, je ne sais pas si vous avez connaissance de cela, mais nous sommes tombés sur une situation dans certains établissements où on sait que, les filles sont exonérées des frais de scolarité, mais il y a un frais là qu'il faut aller payer, notamment les frais d'établissement de cartes scolaires et autres, et on exige aux apprenants d'aller le faire peut-être dans des banques ou des structures qui sont spécialisées. Et vous savez le montant, combien ça coûte, combien ça vaut l'acte, c'est-à-dire la pièce, 480 francs, et vous allez faire le rang. Akimé Wisseli. Oui, je crois que pour les investigations menées, la situation, on l'a beaucoup plus constatée au niveau du CGE Ndabomey-Calavi, et où il est demandé aux enfants d'aller au niveau de la CLCAM. Donc,
pas trop loin de la mairie d'Abomey-Calavi, pour payer les 480. Pour les investigations, je crois que c'est pour l'établissement de la carte d'identité scolaire, ou la carte scolaire pour ainsi dire. Dans les collèges, je crois qu'ils percevaient pour la carte, pour l'établissement, 700 francs CFA. Chemin faisant, rentrée 2022-2023, je crois que les parents auraient déjà certainement payé les 700 francs. Mais un arrêté venant donc du ministère des Finances, semble-t-il, aurait fixé le montant d'établissement de la carte scolaire à 1180. Donc il y a un gap de 480 francs CFA. Donc c'est le gap là qu'on est en train de demander aux enfants d'aller payer. Pour payer les 480, par exemple, au sujet d'Abomey-Calavi, il faut se rendre à la CECAM pour payer les 480 francs CFA. Faites un tour, même ce matin au niveau de la CECAM, vous verrez des enfants en rang. Juste pour payer, abandonnant les cours. Pour payer 480. Quitter sa maison pour aller déjà au niveau de la CECAM, ce n'est pas 50 francs, ce n'est pas 100 francs. Juste pour aller payer 480. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que c'est vrai qu'ils veulent de la transparence peut-être au niveau du sujet. Il ne veut pas se mêler des questions de finances et consomme, mais je crois qu'il aurait fallu quand même, soit on déplace un agent de la CELCAM pour que les enfants puissent s'acquitter des 480 sur place au niveau du CEG, que de demander aux enfants d'aller jusqu'à la CELCAM pour payer les 480. Donc, le complément des 1180. Je crois que ça pose un véritable problème. Et ce matin, on interpelle le chef d'établissement du CEG d'Abomey-Calavi pour qu'il puisse quand même régler cette affaire. Parce que c'est des risques qu'on prend déjà. Laisser les enfants quitter. Il y en a qui ont été même carrément renvoyés juste pour les 480. Il faut aller payer ça. Même si c'est le parent qui va le faire et quitte sa maison, il va dépenser tout au moins 300, 400 francs CFA pour aller payer 480 francs CFA à la CELCAM. C'est pas comme ça partout. J'ai eu le temps de vérifier. Par exemple, dans un sujet à Natitengou et environ, c'est le comptable d'établissement qui perçoit les 480. Et qui va verser. On peut faire la même chose. Ici, ce n'est pas le cas au sujet d'Abomey-Calavi 1. J'allais dire, les enfants sont obligés de faire le déplacement pour aller jusqu'à la CELCAM pour payer les 480 francs CFA. Voilà un peu la situation au niveau de votre analyse. Le déficit de confiance ou la crise de confiance qui s'est installée entre l'État central et ses travailleurs ne saurait justifier, je dirais, un certain nombre de comportements. Comportements qui, ma foi, a des retombées négatives sur les parents. Ça veut dire quoi? Si on en est arrivé à vouloir payer au niveau des CELCAM et autres, c'est sans doute qu'on manque de confiance avec en fait, le fonctionnaire habilité à le faire dans l'établissement. Mais je crois que le gouvernement a travaillé à ce qu'on puisse, c'est vrai, dématérialiser les choses. On a même un ministère dédié à cela. Avec tout ce qu'on a aujourd'hui, les transactions financières, on pouvait trouver une formule qui soulage aussi bien apprenants que les parents des apprenants, plutôt que de les aligner. Moi, je n'avais pas compris, parce que chaque matin, pour venir faire l'émission, vous voyez toute une troupe, en quelque sorte, à la clôture de la mairie. Voilà, à la clôture de la mairie d'Abomey-Calavi qui fait en même temps frontière, dois-je dire, avec la CELCAM, puisque c'est des murs mitoyens. Donc, il y a un véritable problème qui se pose. Vous manquez sans doute les coûts, et si vous devez en répondre, vous faites comme juste pour 480 francs. Je ne suis pas contre, parce que si la décision avait été tombée un peu plus tôt, on saura qu'il ne s'agissait pas de 1700 comme l'avait annoncé l'école, mais beaucoup plus il ne s'agissait pas de 700 francs, de 1480. Voilà, donc les 480 qui manquent, c'est ce qu'on leur réclame. Mais on pouvait trouver une fois, regardez Natitengou dont on cite l'exemple, il y a un comptable à l'interne qui récupère les sous, un peu comme tout. Voilà, et puis il fera. Donc pourquoi pour ma carte d'identité scolaire qui me permet de prouver que je suis élève et que j'appartiens à tel établissement, je dois faire tant de tracas, mes parents également. Je pense qu'on peut trouver une formule qui permette de corriger la situation. Le besoin d'une bonne traçabilité peut amener un chef d'établissement à prendre certaines dispositions. Mais quand on prend des dispositions, c'est qu'il faut voir ce que les enfants perdent en faisant ces longues files d'attente et tout. Ce que perd l'établissement également. Je pense que ce que nous disons ce matin n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Le chef d'établissement saura prendre les mesures qu'il faut pour que les enfants puissent quitter le soleil et retourner en classe pour pouvoir suivre les cours. Voilà. Oui, vraiment, je l'apprends. Je l'apprends. C'est vous qui m'informez. Je suis surpris parce que des enfants aillent s'aligner, faire une longue file pour s'acquitter des frais pour les cartes d'identité scolaire.
je crois que ça devrait être le mieux. C'est vrai que l'intention n'est pas mauvaise, hein, mais il faut voir la réalisation. Le temps scolaire, il est court. Il est court. Et le directeur a besoin des résultats. Et tout ce qui se fait pendant ce temps, est-ce que les classes s'arrêtent? Donc il doit pouvoir revoir un peu cette situation. Est-ce que peut-être qu'il a sûrement demandé aux enfants de le faire? Je ne veux pas le dédouaner. Hein. C'est possible qu'il y ait pendant les congés de fin de trimestre, il a sûrement demandé d'aller s'acquitter de cela. Ils n'ont pas fait. Peut-être les parents, si les enfants n'ont pas fait, les parents devaient au moins, n'est-ce pas, suppléer, n'est-ce pas, prendre sur eux cette décision d'aller le faire. Mais toujours est-il que on constate que c'est les enfants qui sont en train de le faire. C'est dommageable pour l'école en termes de résultats. On n'aura pas, ils ne vont pas suivre les cours, les professeurs feront leurs cours. Et ce n'est pas bon pour les apprenants qu'on voit dans la rue alors qu'ils devaient être dans les classes. Je crois que le directeur va faire. Moi, c'est un ami. Tout à l'heure, je vais l'appeler dès que je quitterai ici pour comprendre un peu. Mais je crois qu'il devrait arrêter un peu. Il devrait trouver une autre formule. Bravo. Ce serait bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Chadaré. Merci bien. Merci Herman Anyamboussou, Akhab Alipara, Hakime Ousseli. Très bonne journée du jeudi. Nous allons installer Assiomo Kanyassiomo et son invité Didier Hubert Madafime, journaliste, spécialiste des questions environnementales. Avec lui, on parlera de cette échéance qui est annoncée. Les experts qui prévoient la fermeture totale du trou dans la couche d'ozone pour 2066. On verra si c'est réalisable. Ah, c'est tant mieux pour c'est tant mieux pour Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, retour plateau, la rubrique environnement avec vous, Assiomo Kanyassiomo, bonjour. Bonjour Christian, bienvenue. Bonjour téléspectateurs. Voilà, Didier Hubert Madafime, bonjour. Bonjour Christian. Un plaisir. Bonjour amis téléspectateurs. Un plaisir de vous recevoir, journaliste, spécialiste des questions environnementales. On parlera de l'atmosphère terrestre et du grand sujet autour de la couche d'ozone, Assiomo Kanyassiomo. Oui, la couche d'ozone qui, avec les explications des experts et le constat fait, cette couche d'ozone qui comportait un trou et le trou qui a commencé par se reconstituer depuis quelques 3 ans, je crois. Le spécialiste, notre invité va nous le dire. Donc, c'est heureux d'entendre une pareille chose que cette couche d'ozone a commencé par se refermer. Cela va contribuer à la diminution de ce qu'on reçoit sur la Terre comme chaleur, comme canicule, et voilà ce dont on va parler donc ce matin. Et c'est, comme je le disais, une très bonne chose que de savoir que ça se reconstitue. D'accord, une certaine reconstitution, et c'est l'annonce des experts, des climatologues et tout ce que nous savons. Alors dites-nous, Didier Hubert Madafime, est-ce une bonne nouvelle déjà que d'apprendre que d'ici l'horizon 2066, cette couche d'ozone va se refermer?
Le rapport publié lundi par le groupe d'experts qui évalue le protocole de Montréal, comme vous l'avez dit, est un véritable soulagement à cause de ce que représente la couche d'ozone pour la planète et surtout ce que représente le trou à l'intérieur, parce que le trou à l'intérieur, comme vous le savez, laisse passer les rayons ultraviolets. Et ces rayons ultraviolets ont des conséquences sur les humains, sur la biodiversité et tous les éléments de la Terre. Donc, on peut dire que c'est un véritable soulagement et il faut saluer le travail que les experts et autres, les médias ont fait par rapport à cette couche d'ozone. Donc voilà, justement, on parle de la couche d'ozone, on parle de son importance pour la Terre. Rappelez-nous un peu, parlez-nous un peu de quoi il est question. En fait, l'ozone, c'est comme un filtre. Donc, quand tous les jours le soleil se lève, il envoie ses rayons sur la Terre. L'ozone, son rôle, c'est de filtrer les rayons ultraviolets, c'est de ne pas permettre aux rayons ultraviolets de venir sur la Terre. Parce que ces rayons ultraviolets ont pour conséquence la multiplication des cancers, la perte peut-être de la biodiversité, parce que c'est la chaleur. Et quand ça a une certaine importance, ça peut avoir directement des effets, que ce soit sur la peau, sur la flore, sur la faune, sur les humains et autres. Donc c'est pour ça que la couche d'ozone est importante pour la vie sur la Terre. Si on ne fait rien, c'est que la vie sur la Terre, pour protéger cette couche d'ozone, c'est que la vie sur la Terre il sera difficile de vivre sur la Terre. C'est pour ça que le protocole de Montréal a été adopté et ça a permis à tous les pays de faire des efforts pour éliminer les substances approvissant la couche d'ozone qui dégradent cette matière. Et quelles sont ces substances-là, par exemple? Bon, il y a le CFC et le chlorofluorocarbone. C'est un gaz que nos frigos utilisent pour faire fonctionner nos frigos. Il y a les HCFC, les hydrochlorofluorocarbones, sont utilisés par les climatiseurs et autres. Il y a un certain nombre par exemple, il y a les bromides de méthyle, qui sont des gaz qui sont utilisés pour protéger les graines de coton lorsqu'ils sont embarqués dans les bateaux pour l'extérieur et tout. Donc, c'est un certain nombre d'éléments qu'on utilise pour nos conforts ou pour protéger nos aliments, mais qui, au fait, constituent des problèmes pour la couche d'ozone. Donc, depuis quelques années, dès que le trou est apparu à l'intérieur de la couche d'ozone, les scientifiques ont commencé par alerter avec le concours des médias. Ce que je regrette le plus souvent, depuis lundi, quand on parle de ce soulagement, on n'a pas mis l'accent sur le travail des médias. C'est les médias qui ont alerté. Dès que la couche d'ozone est apparue, ce sont les médias qui ont alerté. Bon, nous sommes comme la roue du paysan. Chaque fois que le paysan finit de l'utiliser, il la dépose à côté de la chambre. Oui. Donc, c'est ce travail que les médias ont fait qui ont permis de commencer par changer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le R12 qu'on utilisait pour le frigo a été totalement utilisé. On est en train d'éliminer le R22 qui fait fonctionner les climatiseurs et autres. Et il y a eu en plus l'amendement de Kigali, parce que ce qu'on a trouvé pour remplacer les substances approvissant la couche d'ozone, le HFC, les hydrochlorocarbures, ont un pouvoir réchauffant, un potentiel de réchauffement un peu élevé. Donc, l'amendement de Kigali, adopté en 2016, permet d'éliminer aussi progressivement ces genres de substances. Enfin, le monde ne te trouve... Enfin, chaque fois qu'il y a une solution, le monde trouve toujours... chaque fois qu'il y a un problème, le monde trouve toujours une solution. Donc,
voilà les résultats. Ça a permis de commencer par avoir de l'impact sur la couche d'eau. Ça a commencé par se refermer. Moi, j'aurais souhaité, et c'est mon avis, que les gens gardent le statu quo. Parce que les échéances sur les questions de l'environnement et autres, moi, ça m'embête un peu. Parce qu'on a dit, ça va se refermer en 2066. Alors, 2066, c'est loin. C'est une quarantaine d'années. Ça peut démobiliser les gens. Les gens peuvent dire, ceux qui ont travaillé depuis sur ces questions-là peuvent dire, bon, au fait, bon, elle est en train de se refermer et puis se démobiliser. C'est comme dans le changement climatique. Quand on dit le climat va changer dans 100 ans, quand vous avez 50 ans, on dit le climat va changer dans 100 ans. On fait un calcul rapidement, on dit 100 ans, dans 100 ans, ça fait 150 ans. Donc, je ne suis plus là. Donc, il faut penser aux générations. Oh, bon, souvent, on ne pense pas. On parle de soi d'abord. On parle de soi d'abord. On ne pense pas. Je me dis, d'ici 40 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. La dernière fois, on a noté un nuage de substances d'approvisionnement de la couche d'ozone au niveau du Japon. Et quand les gens ont fait l'enquête, c'est parti de la Chine. Donc, il y a la part d'incertitude qu'il faut toujours observer. Et c'est un pari risqué de dire d'ici 42 ans, la couche d'ozone va se refermer totalement. Il faut maintenir la surveillance, il faut maintenir la veille, comme ça a été fait dans tous les pays. Et la sensibilisation aussi. Et la sensibilisation. Est-ce qu'on peut être d'accord que s'il faut saluer le travail des médias, que les populations aussi, on doit quand même les féliciter, parce que c'est ces populations qui utilisent ces substances-là, qui ont dû reculer par rapport à leur utilisation, et l'État qui sensibilise aussi, et les États qui sensibilisent aussi, qui ne font plus l'importation de ces substances-là sur leur territoire. Oui, la chaîne, elle est longue. Sinon, on ne peut pas arriver à ce résultat-là. Il y a d'abord ceux qui ont alerté, il y a d'abord les scientifiques qui ont fait le travail et qui ont remarqué le tout à l'intérieur de la couche d'ozone. Il y a les médias qui ont alerté. Il y a ceux qui ont mis en place le protocole de Montréal. Les États, il y a tous les États qui ont adopté, tous les États qui ont adopté et mis en vigueur tout ce qui a été prévu, par exemple, dans le protocole de Kyoto. Donc, il y a cet effort-là qui est fait par les États, par les médias, par les populations aussi. Parce que la question, c'est quoi? Quand votre frigo tombe en panne, il faut l'amener au bon endroit. Parce que si vous déposez ça chez le frigoriste du quartier, il peut faire volatiliser le gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, je dis le gaz à effet de serre. Il faut faire volatiliser le gaz à l'intérieur du circuit. Mais si c'est quelqu'un qui a été formé, qui a été comme ça a été le cas, on a formé, le ministère du cadre de vie a formé beaucoup de techniciens de froid et de climatisation. Ils savent aujourd'hui comment il faut procéder. Ils ont du matériel pour retirer le gaz, finir d'intervenir sur l'équipement et remettre le gaz. Ce qu'on peut... La crainte aujourd'hui, c'est de savoir que il y a des équipements qui existent certainement, que ce soit dans notre pays ou partout ailleurs, qui continuent de fonctionner avec ces gaz qui sont décriés. Et qui, quand ces équipements seront en fin de vie, il faut pouvoir ne pas laisser la possibilité de faire volatiliser ces gaz-là dans l'atmosphère. Donc, la veille doit continuer, la sensibilisation doit continuer, les journalistes doivent être formés régulièrement, c'est eux qui doivent sensibiliser davantage, comme ça a été le cas il y a quelques mois, organisé par le ministère du cadre de vie, où il y a les gens qui s'occupent du point focal et tout son staff
et qui a permis de former un certain nombre de journalistes. Donc tout gaz est réutilisable. Oui, ce n'est pas comme on le constate au niveau disons, de ceux qui utilisent le gaz pour leur travail, qui laissent le gaz s'échapper dans la nature et qui remettent de nouveaux gaz. Oui, tu sais, il y a les vieux frigoristes qui n'ont pas été formés à réutiliser le gaz et ils n'ont pas le matériel. Aujourd'hui, le matériel existe. Dès que le frigo tombe à panne ou le climatiseur, ils ont l'appareil pour retirer le gaz, le stocker quelque part, finir d'intervenir sur l'équipement et remettre le gaz à sa place. Tout gaz est utilisable. S'il n'est pas lâché dans l'atmosphère, tout gaz est utilisable, surtout dans les substances approvisionnant la couche d'ozone. Donc, il y a cet effort-là qui est fait aujourd'hui. Donc, les populations, ceux qui ont ces genres d'équipement, doivent savoir qu'il y a des gens qui sont formés aujourd'hui et qui peuvent intervenir sur ces genres d'équipement et conserver le gaz et le réutiliser. Est-ce que ces personnes-là sont en nombre suffisant pour intervenir partout au Bénin? Oui, ils ont des associations même dans tous les départements. C'est pas à Cotonou seulement, hein. Ils ont des associations dans tous les départements. Et tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là sont formés. Et les équipements, c'est vrai que les équipements ne sont pas en nombre pour être distribués individuellement. Mais c'est des équipements qui sont gardés à un certain niveau. Donc quand vous avez envie de travailler, vous pouvez aller chercher l'équipement, faire le travail et puis le ramener. Donc c'est quand même un effort qui a été fait. C'est sûr qu'il y a d'éventuelles difficultés pour atteindre cette échéance-là. Est-ce que l'échéance même en elle-même est tenable, 2066? Oui, je l'ai dit. Moi, ça m'embête chaque fois que pour une convention, les experts sont obligés de donner une échéance. Parce qu'il y a une part d'incertitude dedans. Nous sommes dans le domaine de l'environnement. C'est pas comme les épiciers qui comptent de l'argent. Ce sont des situations qui peuvent évoluer très rapidement. Il y a 5 ans, on n'avait pas prévu la guerre en Ukraine. Donc c'est arrivé. Donc, c'est après qu'on va évaluer les conséquences de cette guerre-là. On ne sait pas tout ce que les gens ont utilisé, quelles sont ces conséquences sur la couche d'ozone, sur le climat et autres là. On ne peut pas évaluer aujourd'hui. Après, on va le faire. Il y a la bio-ingénierie, c'est-à-dire tout ce que les gens utilisent aujourd'hui pour refroidir le climat. Les scientifiques alertent par rapport à ces choses-là et demandent à ce que les gens soient assez vigilants. Donc, il y a quand même un effort à faire si on ne veut pas, au bout des 40 années, constater que on a envie de chanter le cocorico. Parce que moi, je trouve que le pari est risqué. Le pari est risqué. Maintenant, le trou dont on parle dans la couche d'ozone, ça se situe à quel niveau de la planète? À quelle distance de la Terre, par exemple? À quelle distance et à quel niveau, au niveau de quelle partie de la Terre? Non, les scientifiques situent le trou au niveau de l'Antarctique. On va voir avec cette image. Voilà. Nous l'avons là. Oui, au niveau de l'Antarctique. Au niveau de l'Antarctique, c'est là-bas qu'on a trouvé que chose. Souvent, en fait, l'ozone, c'est un processus dynamique. Et ça diminue et ça se rétablit en fonction des activités humaines. Quand vous utilisez les substances approvisionnant la couche d'ozone, ça peut faire amincir l'ozone. Donc, c'est un processus dynamique, c'est pas un truc statique ou chose. Non, c'est un processus, ça a diminué ça. C'est pour ça que les gens insistent sur le fait que ces genres de substances qui peuvent avoir des impacts sur la couche d'ozone doivent être totalement éliminés. Je crois qu'on est actuellement autour de 99% d'élimination de ces substances.
J'espère que les industriels ne vont pas fabriquer autre chose après pour que ça puisse avoir des impacts sur l'ozone. Donc c'est un véritable soulagement aujourd'hui de savoir que ça se reconstitue et que d'ici une quarantaine d'années, on va finir avec... parce que c'est un souci. On va finir avec ce souci. C'est un gros souci. Si ça s'ajoute au changement climatique, c'est qu'on est foutu. C'est tout. Quand on parle de la couche d'ozone, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas comme nous pour comprendre ce qu'on appelle couche d'ozone. Ils se disent, mais si ça réduit l'intensité des rayons ultraviolets du soleil, comment est-ce que ça se présente? Une couche, c'est quand même quelque chose qui protège. Mais là... Oui, ça protège. Effectivement, ça protège. En fait, c'est au-dessus de notre tête, une quarantaine de kilomètres. Et son rôle... Physique? Est-ce physique? Est-ce que c'est physique? Est-ce qu'on... En fait, c'est une matière. C'est une matière. C'est une matière. C'est une matière qui ne doit pas laisser filtrer qui ne doit pas laisser passer les rayons ultraviolets. Mais compte tenu du trou qui est à l'intérieur, par exemple, les rayons ultraviolets traversent facilement. En fait, c'est ça. Ça protège la nature, ça protège la terre, ça protège tout le monde, les humains, les animaux. En gros, la flore, la faune et la flore, et ça protège la santé des humains. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important pour la planète. C'est pour ça que il y a eu cette mobilisation. Et quand vous regardez aujourd'hui, c'est la convention la plus aboutie parmi toutes les conventions, le protocole de Montréal. Donc, ça a été une mobilisation générale de tous les pays, de tous les acteurs, de tous ceux qui interviennent dans ce secteur-là. Et les résultats sont là. Bon, on a le droit de maintenir la veille, la surveillance, pour que d'ici une quarantaine d'années, qu'on puisse être totalement débarrassé de ce souci. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Didier Hubert Madafimé, journaliste spécialisé des questions environnementales, pour toutes ces précisions que vous venez de nous apporter sur Actu Matin. Bon, merci beaucoup. Très bonne journée. On va faire le point de l'actualité, toujours avec vous. Mais en voix off, c'est la revue de presse qui va mettre un terme à ce rendez-vous matinal. Chez vous, c'était Actu Matin. Merci de votre attention. Passez une excellente journée du jeudi. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir. Merci. À toutes et à tous, bonjour. Le bloc républicain fait son point après les législatives du dimanche 8 janvier et à en croire les 4 vérités rapportant le secrétaire national exécutif du parti, Abdoulaye Biotchane, les résultats conservent au président Patrice Talon la majorité pour poursuivre ses réformes. Une sortie médiatique au cours de laquelle le ministre d'État met fin à la polémique autour d'une supposée alliance entre le bloc républicain et les démocrates. Pour le matinal, Abdoulaye Biotchane a mis fin aux rumeurs qui préparent une alliance entre le bloc républicain et les démocrates pour contrôler le perchoir de la 9e législature. À en croire le numéro 1 du parti au cheval blanc cabré, le bloc républicain appartient toujours à la mouvance présidentielle. Nous soutenons depuis notre création les réformes engagées par le président de la République, Patrice Talon. Nous avons fait campagne en défendant les actions du gouvernement et en faisant une offre de législature qui propose des pistes d'accélération, d'approfondissement, d'amélioration et de renforcement des actions en cours et à venir. Nous sommes donc fondamentalement ancrés dans la mouvance présidentielle et allons y rester et continuer de jouer un rôle majeur, a souligné Abdoulaye Biotchane face aux hommes des médias. Pendant ce temps, rapporte Fraternité se référant au Conseil des ministres du mercredi, 113 enseignants du primaire et 192 du secondaire, entre-temps radiés de la fonction publique, peuvent reprendre le travail les fois à venir.
Le gouvernement s'est prêté favorable aux doléances faites sans cesse par les responsables des centrales et confédérations syndicales. Par la même occasion, il a été décidé, conformément aux engagements du gouvernement, de reverser dans le corps des fonctionnaires tous les agents contractuels de droit public ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'occasion de cette évaluation, a précisé le relevé du Conseil. Le matinal rappelle que courant 2018, le gouvernement avait, dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'amélioration de la qualité de l'enseignement, initié un processus d'évaluation des connaissances intellectuelles et professionnelles des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général, afin d'identifier clairement les besoins en renforcement de capacités. Malgré les explications fournies à l'époque, certains d'entre eux avaient décidé de boycotter les sessions organisées. Et maintenant qu'ils sont rappelés, ajoutent les 4 vérités, les ministres concernés prendront les dispositions appropriées pour l'opérationnalisation diligente de ces décisions. Et puis la révolution numérique au Bénin intéresse l'économiste du Bénin, qui informe d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées. La dite stratégie, qui couvre 5 ans, est portée par la vision du gouvernement de faire du Bénin à l'horizon 2027 un pays qui s'illustre par la valorisation de ces données massives par le biais des systèmes et technologies de l'intelligence artificielle et du développement des compétences y relatives. Elle est composée de 4 programmes déclinables en 3 phases pendant 5 années, avec un portefeuille contenant 123 actions impactant les secteurs publics et privés. Dans la suite, fausse alerte terroriste à Tanguieta, Kobli et Materi, écrit Fraternité. Plus de peur que de mal. Hier, à Materi et Kobli, les populations des localités de Tanguieta, Kobli, Bukumbe et Materi ont connu des sueurs froides, déjà hantées par la peur des attaques djihadistes qui perturbent depuis peu leur quiétude dans la zone. Elles vivent sur le qui-vive dans la crainte que la terreur ne les frappe directement et de plein fouet. Lorsque la peur de se voir arracher la vie ou de voir ses proches touchés par une attaque fait partie du quotidien, on cède très vite à la panique pour un oui ou un non. C'est ce qui s'est passé hier en fin de matinée. Il a suffi qu'un homme muni d'une arme blanche s'aventure aux alentours d'une école primaire de Biunka pour que l'alerte soit donnée. Ce fait consécutif à un ultimatum donné par des prétendus djihadistes aux populations a créé une débandade générale. Merci d'avoir suivi la revue de presse.